Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition ce soir. Il accélère la cadence. François Hollande repart à l'offensive et lance les hostilités avec Nicolas Sarkozy. Dans une adresse aux Français publiée ce matin dans Libération. Et puis, lors de son intervention ce soir dans le 20h de France 2, le candidat socialiste insiste sur l'échec du président tout en levant l'espoir d'une alternance à la droite. Mais son projet détaillé n'est toujours pas dévoilé. Nous tenterons d'en savoir plus avec notre invité ce soir, le député socialiste Julien Drey. Nos centrales nucléaires vont bien. C'est la conclusion de l'autorité de sûreté nucléaire qui a procédé à un audit demandé par le gouvernement suite à la catastrophe de Fukushima. Pas de fermeture immédiate donc, mais il y a un mais de taille. Il faudra en tout 50 milliards d'euros pour renforcer ces installations. Et puis cette question, que se passe-t-il réellement en Syrie? Les observateurs de la Ligue arabe semblent totalement impuissants face à la répression menée par Bachar al-Assad. Et ce soir, la Maison-Blanche hausse le ton et presse l'ONU d'agir. Notre invité pour en parler, c'est la porte-parole du Conseil national syrien, Basma Kodmani, dans un instant. Bonsoir à vous et merci d'être en notre compagnie ce soir. À l'heure où Nicolas Sarkozy va multiplier les déplacements pour ses vœux de Nouvel An, François Hollande passe lui aussi à l'offensive avec une lettre adressée aux Français et publiée ce matin dans le quotidien Libération. Et je vous le disais en titre, une intervention télévisée ce soir sur France 2. On écoute tout de suite le candidat socialiste. Mieux vaut être normal qu'anormal. Je vous donne ce conseil pour le choix que vous aurez à faire. Il vaut mieux avoir un président stable, cohérent, constant, capable de rassembler, de réconcilier les Français. Et enfin, je veux lever une espérance. Celle de la jeunesse. C'est vrai, on parle de rêve. C'est difficile de parler effectivement de rêve quand il y a la réalité qui est aussi dure, aussi implacable, avec le chômage qui a augmenté d'1 million de personnes depuis le début du mandat de Nicolas Sarkozy. Mais je le fais parce que c'est le rêve français. C'est-à-dire cette grande idée qui voulait que nos enfants vivent mieux que nous et qui s'est à un moment arrêtée. Eh bien, je veux la reprendre. On évoquera la stratégie de François Hollande dans quelques instants avec notre invité, le député socialiste Julien Drey, également, je vous le précise, en charge de la mobilisation et des comités de soutien dans la campagne du candidat socialiste. Mais d'abord, le nucléaire. C'est un rapport en demi-teinte qui a été remis par l'autorité de sûreté nucléaire. D'un côté, il est dit qu'il n'est pas nécessaire de fermer des centrales, écartant ainsi tout danger immédiat. Mais d'un autre côté, cette autorité qui a réalisé un audit sur les installations en France affirme qu'il faudra un investissement massif pour les sécuriser à long terme. Tous les détails avec Flora Sauvage. Pas de fermeture de centrales en perspective. Le rapport de l'autorité de sûreté nucléaire remis ce matin au Premier ministre estime que les installations ont un niveau de sûreté suffisant. Le rapport préconise néanmoins la création d'un dispositif d'urgence permettant d'envoyer des équipes spécialisées sur un site accidenté en moins de 24 heures. Le gendarme du nucléaire demande aussi aux exploitants d'investir plusieurs milliards d'euros pour renforcer la sécurité du parc. Nous disons ces installations ne peuvent continuer à fonctionner que moyennant de l'investissement massif en personnel et en moyens. Si l'exploitant juge que la poursuite de l'exploitation n'en vaut pas la peine, ils arrêtent leurs installations. Chez EDF, on assure que ces investissements ont été prévus dans l'objectif de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Les exploitants ont jusqu'au 30 juin pour présenter à l'autorité de sûreté les mesures prévues en cas de catastrophe. Malgré l'accident de Fukushima, la centrale de Fessenheim, la plus ancienne de France, a encore de beaux jours devant elle. Et ce soir, Cécile Duflot estime qu'il faut, je cite, démanteler les centrales plutôt que les finances publiques alors que des milliards d'euros seront utilisés pour sécuriser ces installations. Dans l'actualité également, le sort de la compagnie Sifrance, toujours dans le flou. Le tribunal de commerce de Paris a reporté l'examen du dossier à la semaine prochaine. Le projet de coopérative est le seul dossier pour le moment sur la table. Et au lendemain de l'aide promise par le gouvernement, beaucoup d'incertitudes demeurent sur le financement que devront en partie apporter les salariés. François Goulin. Ils auront eu beau faire 300 km en bus, jeter des pétards sous les fenêtres du tribunal et faire hurler la sono, les salariés de Sifrance n'auront pas obtenu de réponse aujourd'hui sur leur avenir. L'annonce d'une aide financière faite hier par Nicolas Sarkozy a changé la donne. L'intervention de l'État et du seul actionnaire de Sifrance, la SNCF, rebat les cartes du dossier. Le tribunal a donc choisi de prendre plus de temps pour examiner la question. Un nouveau report donc qui exaspère certains salariés. Ça fait quand même 2 mois que les bateaux sont arrêtés. On a quand même hâte de reprendre, quoi. Hâte de retrouver notre boulot. Qu'est-ce qu'on va dire à nos familles? Faut encore attendre 8 jours. C'est bon.
Voilà, il y en a marre, nous on demande à travailler, et puis à chaque fois, personne qui est capable de prendre décision. Ça fait longtemps qu'on attend et on a envie à l'heure actuelle que ça se décide dans le sens positif. C'est très long, c'est très angoissant. À l'opposé, l'idée d'une aide financière, d'où qu'elle vienne, est plutôt bien accueillie par le syndicat CFDT, à l'origine du projet de coopérative. Il demande à présent des actions concrètes. Maintenant, j'attends qu'on fasse une réelle réunion, mais cette fois-ci, une vraie réunion de travail. On rentre dans le ministère et on n'en sort pas tant qu'il n'y a pas la fumée blanche. Hein, et on creuse le problème et on sort avec une solution. On arrête de se cacher derrière son petit doigt, on arrête de dire c'est l'Europe, on arrête de dire c'est illégal ou c'est ceci ou c'est cela. Retour à la maison pour les Calaisiens, ils se donnent tous rendez-vous au même endroit le 9 janvier, avec cette fois-ci, ils l'espèrent, une réponse définitive et positive. Et sur ce dossier SeaFrance, François Hollande a indiqué ce soir sa proposition pour sauver les emplois de la compagnie maritime. Le candidat socialiste regrette qu'il n'y ait pas eu d'intervention directe de l'État auprès des salariés et estime que le Fonds stratégique d'investissement aurait pu jouer un rôle. Dans l'actualité également, la mesure, on vous en parlait hier, c'est la TVA sociale, tandis que le gouvernement veut accélérer sa mise en place. Avant la présidentielle, a indiqué aujourd'hui le ministre du Travail Xavier Bertrand, le Parti socialiste s'y oppose et demande l'abandon du projet, soulignant que ce serait un nouveau coup dur pour le pouvoir d'achat des Français. On en parle dans un instant avec notre invité politique, Julien Drey. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, l'éclairage de Jean-Louis Gombault. Jean-Louis, TVA sociale, en avant toute, on se presse pour la mettre en place. Pourquoi une telle urgence? Il y a d'abord une urgence politique et puis il y a un problème économique. L'urgence politique, c'est évidemment la présidentielle, étant donné que M. Sarkozy a axé un peu sa campagne par rapport à son adversaire en disant lui, il s'agite, moi, j'agis. Donc, à partir de là, il a besoin de démontrer qu'il agit, et donc il a avancé cette TVA sociale, qu'il appelle d'ailleurs TVA anti-délocalisation, qui est un vieux projet qui date déjà plusieurs années, puisque même M. Chirac y avait pensé avant de le retirer. Et il a d'autant plus intérêt à y insister que M. Sarkozy a plutôt intérêt à éviter un trop fort débat sur le bilan et plutôt axer la campagne sur son action. D'autant plus que le bilan, c'est un point d'appui pour M. Hollande, alors que l'action, pour l'instant en tout cas, les mesures concrètes, c'est le point de faiblesse de M. Hollande. Donc la stratégie politique. Et puis il y a un problème économique qui est très sérieux. On va avoir les chiffres définitifs bientôt. 75 milliards d'euros de déficit commercial pour l'année 2011. On commence à s'habituer au déficit commercial et au déficit budgétaire. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de croissance et les importations s'engouffrent quand même. Donc on a là, ça crève les yeux, un véritable problème de compétitivité de l'économie française qui n'arrête pas de monter, qu'on n'arrive pas à résoudre. D'où cette TVA sociale qui consiste à essayer de baisser les coûts de production en baissant les charges sociales, et le manque à gagner serait répercuté sur la TVA, et ainsi la production française serait plus compétitive. Jean-Louis, on poursuit notre éclairage dans un instant, mais déjà, Julien Drey, est-ce que vous reconnaissez quelques avantages à cette TVA sociale, comme la baisse des charges sur le travail, ou est-ce que, comme vos camarades PS ce soir, vous la rejetez en bloc? D'abord, c'est pas quelque chose de nouveau, cette TVA. C'est d'abord une TVA antisociale, parce que qui paye la TVA? Vous et moi. Ça veut dire qu'on va augmenter déjà le coût des produits et que notre pouvoir d'achat, qui en a déjà pris un bon coup, et surtout pour les salariés modestes dans ce pays, va continuer à en prendre un coup supplémentaire. Après, c'est une taxe compliquée à mettre en place, qui induira forcément des mesures de rétorsion des entreprises qui importent en France. Et donc je crois que ce n'est pas la bonne solution. La solution qui est en train d'être mise en place, c'est finalement, pour toujours les mêmes, aujourd'hui une augmentation de la pression fiscale. Jean-Louis, vraiment, elle n'est pas efficace, cette mesure? Alors, elle est complexe. Alors d'abord, il faut d'abord que ce n'est pas une TVA sociale sur l'ensemble de la sécurité sociale, parce que ça voudrait dire une TVA sur quelque chose comme 300 milliards d'euros, ce qui porterait la TVA à des niveaux absolument stratosphériques, mais sur un petit aspect, qui est essentiellement la branche famille, à peu près 30 milliards d'euros, ce qui nous donnerait une TVA qui augmenterait de 3 points pour une baisse des coûts, des charges de 3 points. La question est de savoir, c'est effectivement, est-ce que 3 points, ça va vraiment changer quelque chose dans une compétitivité par rapport à un pays comme la Chine? En plus, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a des importations pour cause de coûts excessifs, mais aussi parce que le produit manque. C'est-à-dire, c'est l'électroménager, tous les appareils high-tech, c'est pas un problème de coût, c'est un problème tout simplement que la marchandise n'existe pas. Donc je pense que la TVA sociale, indépendamment de ce que vient de dire M. Drey sur les conséquences sociales, peut donner un coup de main,
mais ça ne peut pas vraiment résoudre. Alors, merci Jean-Louis, restez avec nous. Il y a donc cette TVA sociale, il y a aussi cette intervention indirecte de Nicolas Sarkozy dans le dossier de SeaFrance. Il s'active sur le terrain social, il y a aussi le sommet du 18 janvier. Est-ce que cette contre-offensive du président a des chances d'aboutir, de porter ses fruits? Non, mais on voit bien quel est le problème qui est posé pour le président Nicolas Sarkozy. Le bilan du quinquennat est un mauvais bilan. Des promesses qui n'ont pas été tenues, une dégradation du contexte économique et du contexte social. Certes, la crise, mais il n'y a pas que la crise, il y a aussi toute une série de décisions qui ont été, je dirais, mauvaises et inefficaces pour la France, notamment tout ce qui a été fait sur le plan fiscal. Donc maintenant, il faut recréer de l'initiative pour essayer de repolariser le débat autour de ces propositions. Donc il va nous multiplier comme une sorte de feu d'artifice. Il y arrive apparemment. Pour l'instant, oui, mais il faut pas. C'est pas parce qu'il y arrive. C'est pas parce qu'il fait des propositions que pour autant elles sont justes. On l'a vu sur la TVA sociale. On voit que c'est plutôt un pétard mouillé qu'autre chose. Très difficile à mettre en œuvre. Je pense qu'on va assister tout au long du mois, d'ailleurs, à une multiplication de ce genre de choses. Donc nous, notre travail à nous, il est très simple, c'est de dire que tout ça arrive trop tard et souvent n'est pas juste. Donc il faut une autre politique et c'est ce que nous allons démontrer, ce que nous allons commencer aujourd'hui. Notre candidat l'a fait ce matin, il va le faire dans les jours qui viennent et nous allons montrer qu'il y a une autre politique qui est possible aujourd'hui avec une autre distribution des richesses, une autre fiscalité, des investissements dirigés justement vers le secteur productif. Bon, c'est tout ça que nous allons mettre en œuvre. Et bon, on va en parler tout de suite. On va regarder ce sujet de Nathalie Guiward qui rappelle en fait la contre-offensive, l'offensive de François Hollande avec déjà ce matin l'adresse signée aux Français dans le quotidien Libération. La lettre est longue. 2 pages dans le quotidien Libération et une cible pour François Hollande, Nicolas Sarkozy. Les attaques sont directes. C'est sans détour et sans surprise que le candidat socialiste pose la question « Pourquoi ne pas changer de président ?» Tout simplement. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy est une présidence de la parole. Le chef de l'État, le président des privilégiés, rien n'est épargné à Nicolas Sarkozy et surtout pas son bilan. La critique du quinquennat est sans concession. François Hollande évoque un pacte social attaqué, une dépression économique, une angoisse sociale. Il décrit une France abaissée, affaiblie et abîmée. Marchant sur les pas de François Mitterrand, qu'il n'oublie pas de citer dans sa lettre, le candidat se présente comme l'homme providentiel et l'homme incontournable de la situation. Il se sent prêt pour le redressement de la nation à partir de 4 principes, la vérité, la volonté, la justice et l'espérance. Seule solution selon lui, le changement. Le changement. François Hollande accélère donc le rythme de sa campagne, certes, mais sans dévoiler en détail son projet aux Français. Est-ce que dans une situation, comme vous la décrivez, aussi difficile pour les Français, pour ceux qui nous regardent, est-ce que c'est la bonne stratégie, du goutte à goutte? On vous a jamais dit, il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de proposition. Il construit une campagne électorale. Donc il a rythme. On démarre aujourd'hui dans le cœur de la campagne électorale présidentielle, et c'est l'adresse qu'il lance aux Français en disant le changement, nous allons le faire ensemble et nous allons le construire. Et puis il va faire un certain nombre de propositions. Vous avez entendu comme moi qu'il y a un premier grand rassemblement qui est prévu le 22 janvier à Paris. Je pense qu'à ce moment-là, vous aurez évidemment... Mais est-ce que vous lui conseillez plus d'audace au fond dans cette situation que tout le monde décrit comme exceptionnelle? Si j'avais des conseils à lui faire, je lui ferais en privé. Je n'irais pas les révéler sur les plateaux. Vous savez comme moi que ces choses-là, ça se traite en famille. Est-ce que vous le lui dites en privé peut-être? Je pense qu'il faut faire attention à une chose, à 2 choses plus exactement. La première, c'est de considérer que la campagne est jouée d'un certain point de vue parce que le rejet de Nicolas Sarkozy est tel qu'il n'arrivera pas à monter. Ça, c'est les instituts de sondage qui nous endorment, comme ils nous avaient endormis dans d'autres périodes, et il ne faut pas s'y fier. Je pense qu'il y a une France qui est aujourd'hui en attente de propositions, qui est inquiète, qui a peur, à juste titre d'ailleurs, et qui attend de savoir si les choses peuvent changer. Et donc c'est à nous maintenant de le faire. C'est pour ça que la campagne doit d'abord être une campagne qui doit être offensive sur le plan des propositions. Certains pensent qu'ils ont déjà gagné à gauche. Certains, oui, peuvent penser ça, autour effectivement. De François Hollande, peut-être non, pas autour de François Hollande. Vous avez tout un monde de décideurs qui... C'est les effets de mode. Et il faut se méfier de ces effets de mode. Vous avez un monde de décideurs qui considère d'ores et déjà, qui va faire sa cour d'ailleurs au candidat en considérant que tout est joué. Je ne crois pas que tout est joué. Je pense qu'une campagne électorale, elle se joue qu'à la dernière minute, quoi. Elle se construit, elle se joue au final à la dernière minute. Et je pense que donc il faut éviter des polémiques inutiles. Je pense notamment se laisser entraîner sur les affaires, tout ça ne sert à rien. Au contraire, va discréditer la politique. Et deuxièmement, rester simplement un discours anti-sarkozyste. Mais vous avez vu que le programme que nous avons, finalement. Voilà, que nous avons maintenant va se dérouler. Il y a des propositions, mais il y a aussi peut-être un recul. Un recul, en tout cas, on se pose la question. Vous aviez un grand projet qui était dans le projet du Parti socialiste, qui était une grande réforme fiscale avec fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Or, il semble que vous mettez en sourdine. Donc là, vous aviez quelque chose de massif
et vous êtes en train de le mettre de côté. Non, il y a une discussion, mais je ne crois pas qu'on va remettre en cause le principe. Vous savez, par ailleurs, vous connaissez comme moi François Hollande, c'est quelque chose qu'il défend depuis très longtemps. Donc je ne vois pas en quoi, au dernier moment, on va le remettre en cause. Il s'agit simplement de voir maintenant quel est le calendrier d'adaptation de ce dispositif, parce que vous savez comme moi que toutes les réformes fiscales sont lourdes à mettre en place, et il faut faire attention qu'elles n'aient pas des effets négatifs sur la consommation. Donc c'est ça que nous sommes en train de discuter. Julien Drey, la campagne, on le voit, va beaucoup se jouer sur des thèmes, le pouvoir d'achat, le chômage. Est-ce que vous regrettez, vous qui avez beaucoup d'idées, vous avez souvent, et c'est votre terrain de prédilection, parler de sécurité, est-ce que vous regrettez que François Hollande n'en parle pas plus? Parce qu'il n'en parle pas plus, parce que honnêtement, il y a aujourd'hui des choses qui sont encore plus graves que les problèmes de violence. Ah dites-le à Marseille, à ceux qui nous regardent. Oui, non, mais je veux dire, il y a des problèmes plus graves au sens où il y a une angoisse terrible sur qu'est-ce que va être demain. Mais dans la bataille pour, je dirais, remobiliser la société française, la bataille pour l'emploi, derrière, il y a effectivement aussi la question de la sécurité, parce qu'on sait bien que malgré tout, un des terreaux de l'insécurité, c'est la misère, c'est le chômage. Ce n'est pas que le seul, mais c'est aussi un élément, ou c'est l'échec scolaire. Donc dans les propositions qui sont faites, ces questions-là seront abordées. Et puis de toute manière, il y aura évidemment, je pense, sur l'immigration comme sur la sécurité, un débat nécessaire avec des propositions. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une ghettoisation qui s'est installée, une ghettoisation qui est parfois ethnique, et il faudra aussi apporter des solutions sur ces questions-là. On peut parler de vous. Vous faites partie de l'équipe de François Hollande en charge, je l'ai dit tout à l'heure, de la mobilisation des comités de soutien. Est-ce que la mission qu'on vous a confiée est conforme à vos souhaits ? Oui, c'est mon savoir-faire. Normalement, on m'a souvent taxé d'être une sorte d'agitateur d'idées, d'avoir des réseaux, de savoir sentir la société. Alors, je vous le dis honnêtement, c'est pas simple à faire dans une campagne présidentielle, surtout dans cette campagne présidentielle où on sent, je dirais, les électrices et les électeurs, on sent les citoyens français plutôt attentistes. Ils attendent de voir. Ils ne sont pas spontanément engagés, spontanément militants. On a eu ça au moment de la primaire, mais on sent bien qu'il y a cette attente et il va falloir répondre à cette attente-là et donner à chacun, je crois que c'est ça la forme particulière qu'on va essayer de mettre en place, la possibilité d'être partie prenante du débat. Je pense qu'on ne va pas faire une campagne comme on l'a fait jusqu'à maintenant, où simplement nous, on arrive en distribuant, je dirais, notre programme, mais toute l'idée, ça va être d'associer les gens à la réflexion collective sur le moment où on est et quelles sont les bonnes solutions. Vous défendez avec vigueur votre mission, même si on peut penser, peut-être on se trompe, que vous auriez souhaité une mission un peu plus large. Vous avez été, on le sait, le plus proche parmi les proches de l'ancien couple Hollande-Royal. Est-ce que cela a pu vous jouer des tours, finalement, et vous vous écartez de la nouvelle galaxie autour de François Hollande? Non, j'ai un rôle qui, vous savez, j'ai plus 20 ans. Vous l'avez remarqué. Donc j'ai un rôle qui est plutôt d'essayer d'apporter une expérience et un savoir-faire qui a été façonné au travers de toutes ces campagnes électorales. Donc mon travail à moi, c'est pas d'être en première ligne. Il faut laisser la place à des nouvelles générations parce que c'est à elles aussi qu'appartiendront les responsabilités à venir. Donc moi, mon travail, c'est plutôt de transmettre un savoir-faire et d'aider à ce que ce savoir-faire soit opérationnel sur le terrain. Dernière question, vous avez dit, c'est vrai, vous avez participé à de nombreuses campagnes et vous les avez façonnées. La campagne a démarré très fort à gauche. Vous avez entendu Pierre Moscovici, qui est directeur de campagne de François Hollande, qui a dit que Nicolas Sarkozy, s'il avait la dignité de sa fonction, devrait se retirer, ne pas se représenter. Est-ce que ce sont des attaques qu'il faut encourager? Je vous ai dit tout à l'heure, dans la polémique d'une campagne électorale, il y a forcément des petites flèches et des phrases acerbes, mais l'essentiel... celle-là, c'est une grosse Oui, c'est une flèche. phrase acerbe, Ouais. bon, mais qui aussi s'appuie sur le fait que le bilan n'est pas bon et il rappelle aussi cette réalité. Mais l'essentiel de notre campagne ne peut pas porter là-dessus. Et j'insiste, l'essentiel de la campagne, parce qu'on a fait ça en 2002. On a fait une campagne qui était très anti-chiracienne, rappelez-vous, et on l'a même, à certains points de vue, victimisée à un moment donné. Donc il ne faut pas recommencer cette erreur. Il faut rappeler le bilan, il faut rappeler les erreurs, mais il faut montrer que la victoire de la gauche, c'est pas simplement le rejet des autres, mais c'est aussi un changement, et c'est ce que nous avons essayé de faire dès aujourd'hui. Voilà les conseils de Julien Drey, alors qu'il ne voulait pas en donner. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis pour votre analyse. La suite du 22h avec, dans un instant, la porte-parole du Conseil national syrien qui nous décrira ce qui se passe en Syrie, dans son pays. Mais tout d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Cécile Sixou. À droite comme à gauche, personne ne trouve grâce aux yeux de François Bayrou. Ils ont pris les mauvaises décisions. Et c'est pourquoi il est sain qu'ils soient sanctionnés par les Français. Il est sain que les Français tirent le bilan de ces échecs et ouvrent une page nouvelle de leur histoire. Tourner la page, le candidat centriste a également vivement critiqué le discours de Nicolas Sarkozy du 31 décembre dernier. Selon lui, tout son discours tendait à faire croire que la crise venait de l'extérieur, alors que les dirigeants français en sont la cause. S'il est élu le 6 mai, le candidat MoDem à la présidentielle affiche un objectif, redonner le moral aux Français.
Il y a un problème dans ce pays. Alain Juppé a vivement critiqué ce matin l'adoption de la nouvelle constitution hongroise. Une constitution qui attaque le pluralisme des médias et l'indépendance de la justice. Le Quai d'Orsay demande à la Commission européenne de vérifier que ces nouveaux textes constitutionnels respectent le bien commun de tous les pays de l'Union. Bruxelles menace aujourd'hui de suspendre son aide économique au pays. Oui, il vient. Mi-décembre, on confirmait sa venue au PSG. Finalement, David Beckham ne fera pas partie de l'équipe parisienne. Une information confirmée ce matin par Leonardo, le directeur sportif du club. Apparemment, le sportif anglais est un peu trop vieux au goût du nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti. Et du côté du joueur, sa Spice Girl à lui, Victoria, ne voulait pas quitter sa villa californienne. Bref, beaucoup de bruit pour rien. Enfin presque, le PSG aurait quand même pu gagner 1,5 million d'euros en vendant les maillots de la star anglaise. Écœurement, révolte, les mots de Nicolas Sarkozy sur les massacres en Syrie sont durs. Lors de ses vœux aux armées, le président de la République a demandé le départ du pouvoir de Bachar el-Assad. Depuis le 26 décembre, des experts de la Ligue arabe sont en mission d'observation à Damas, alors que la répression sanglante continue. Pour le président de la République, la communauté internationale doit s'assurer que ces observateurs ont tous les moyens et toute la liberté de faire correctement leur travail. Ce soir, Washington demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'agir. Selon la Maison-Blanche, Damas n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de la Ligue arabe. Et notre invité, on est ravi de la recevoir, Basma Kodmani, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, porte-parole du Conseil national syrien. Alors, au moment où nous parlons, la répression se poursuit en Syrie et la mission sur place des observateurs de la Ligue arabe aussi, est-ce qu'ils servent à quelque chose? On ne peut pas dire qu'ils ne servent à rien. Et la question n'est peut-être pas s'ils servent ou s'ils ne servent pas. Ils servent à une raison positive, c'est que leur présence, incontestablement, a créé une nouvelle dynamique sur le terrain et elle a encouragé les manifestants à sortir. Mais ils sortent au risque de leur vie encore et toujours, comme avant, en sollicitant les observateurs et en les prenant à témoin quand c'est possible. Et nous, Conseil national syrien, nous avons pour mission d'alerter les observateurs pour dire il y a une manifestation prévue à tel endroit ou des funérailles, parce qu'en général, les observateurs n'étant pas arrivés, il y a des victimes. Le lendemain, il y a les funérailles de ces mêmes victimes. Eh bien, on appelle les observateurs pour dire allez, présentez-vous à tel endroit. Donc, c'est vrai qu'on arrive à avoir plus de manifestants. À minima, quand même. C'est un tout petit rôle. Il est dérisoire. Il est dérisoire. Ça ne fait pas de cette mission un succès, loin de là. Nous avons une mission qui est mal préparée, dont le mandat est défini de façon en principe précise, mais les clauses les différentes clauses de ce mandat, de ce protocole, ne sont pas respectées. Or, la mission se poursuit, donc il y a une complaisance ou une négligence vis-à-vis de ce texte qui engage en principe les observateurs. Il y a un manque d'expérience, un manque de coordination entre les observateurs. Même quand ils sont bons, il n'y a pas de bonne coordination entre eux. Et puis, il y a surtout une surveillance par le pouvoir qui rend impossible un travail objectif. Les choses semblent s'accélérer, en tous les cas sur la scène internationale, puisque les États-Unis, il y a quelques instants, pressent l'ONU d'agir pour accroître la pression sur le régime de Bachar el-Assad. Clairement, pour vous, est-ce que vous pensez qu'il faut encore des sanctions, peut-être économiques, pour asphyxier le régime, ou est-ce que finalement, alors que vous étiez opposé, vous vous dites que pour arrêter ce bain de sang, il faut une intervention, peut-être militaire, sous les auspices de l'OTAN? On ne le présentera pas dans ces termes-là, mais la demande est incontestablement et très clairement une demande de protection de la population, quelles que soient les méthodes que la communauté internationale peut trouver aujourd'hui pour protéger les populations. Vous n'êtes plus contre l'intervention? Écoutez, on n'a rien à proposer à la population. Les gens meurent tous les jours. Nous avons une demande dans la rue qui est « qu'allez-vous faire ?» Nous manifestons pacifiquement et vous nous dites que la communauté internationale nous soutiendra si nous continuons à manifester pacifiquement. Ce soutien international a mis beaucoup de temps à venir. Et si le Conseil de sécurité enfin peut se saisir de ce dossier,
et qu'il n'y a plus d'objection et d'obstruction de la part notamment de la Russie, dans une moindre mesure de la Chine et d'autres pays, alors on peut imaginer que le Conseil de sécurité peut maintenant sérieusement prendre position. Mais il ne s'agit plus de condamner simplement par des mots, il s'agit de définir une action. Vous demandez qu'on passe à la vitesse supérieure en supposant que la Russie bloque toujours, mette son veto sur une intervention. On sait qu'il y a aujourd'hui des armes qui circulent en Syrie puisqu'il y a eu des défections de la part de l'armée. Est-ce que, puisque vous avez parlé de manifestations pacifiques, est-ce que finalement vous êtes favorable à ce que les gens, les manifestants dans la rue, pour se défendre, prennent les armes pour renverser eux-mêmes le régime si la situation ne se débloque pas? On ne peut pas être favorable à cela, personne n'est favorable à cela, mais nous ne pouvons plus l'empêcher. Et c'est une réalité qui, sur le terrain, va forcément se développer si nous n'avons pas une réponse décisive de l'extérieur. Vous ne craignez pas que Bachar al-Assad l'utilise finalement pour dire « Regardez, voyez, c'est le peuple qui est armé ». Mais bien sûr, il l'utilisera. Et évidemment, il n'attend que ça, c'est que les gens prennent les armes pour dire voilà, nous avons affaire à des bandes armées, et donc les moyens militaires sont justifiés. Mais que voulez-vous dire 10 mois après des manifestations qui se veulent encore pacifiques, qui cherchent encore des moyens de grève générale, de désobéissance civile, qui ont utilisé tous les moyens et qui aujourd'hui disent il nous faut une protection internationale. La Ligue arabe n'ayant pas réussi, si elle devait admettre cette impossibilité de mener sa mission et la non-coopération du pouvoir syrien, alors il faut des méthodes qui ne nécessitent plus la coopération, puisqu'il n'y aura pas de coopération. Si c'est le cas, alors il faut s'orienter vers une action de la communauté internationale. Elle doit être humanitaire. La priorité, c'est l'accès à la population pour une assistance humanitaire et l'interruption de cette boucherie. Ce n'est plus une position idéologique vis-à-vis de la rue. Nous n'avons pas d'autre discours possible que de dire nous appelons la communauté internationale à l'aide aujourd'hui. C'est clair. Je voudrais terminer par une question un peu plus personnelle sur votre rôle. Je l'ai dit, vous êtes porte-parole de ce Conseil national syrien. C'est pas évident parce que c'est une structure avec finalement l'opposition qui est assez diverse. Est-ce que vous êtes une intellectuelle? Vous êtes maintenant sur le terrain. Des idées? Est-ce que vous imaginez un rôle prochain, futur, plus direct sur la scène politique syrienne? Vous envisagez un retour? On ne dit jamais si on envisage un retour. Ma réponse à cela, c'est que j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, voilà 40 ans que j'attendais ce moment. Il était complètement naturel et je ne pouvais pas faire autrement que de me mobiliser pleinement. Nous avons affaire à un phénomène nouveau. Une jeunesse qui a trouvé les méthodes de mobilisation, une solidarité extraordinaire sur le terrain, une jeunesse qui est extrêmement claire sur ce qu'elle veut et déterminée. On ne peut que se mobiliser pour les aider. Quel est l'avenir? L'avenir, c'est la Syrie a besoin de ses habitants et de ceux qui sont à l'extérieur demain. Et vous êtes en phase avec votre peuple. Il ne s'agit pas de paraître en première ligne, il s'agit vraiment de donner toute son énergie pour faire réussir cette révolte et cette révolution, puisque c'en est une. Merci beaucoup, Basma Kodmani, d'être venu sur le plateau nous expliquer ce qui se passe en Syrie. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, votre émission en politique preuve par 3. L'invité ce soir, c'est Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain. Benoît Apparu, le secrétaire d'État au logement et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous occupez le terrain politique avec d'autres ministres et élus de l'UMP. Benoît Apparu, l'Élysée observe et encourage, dit-on, ceux qui veulent prendre du galon durant cette campagne. C'est votre cas, hein? Vous allez devoir en faire la démonstration ce soir. J'imagine que dans le milieu politique, tout le monde a envie de prendre du galon un jour ou l'autre. Absolument, dans les deux camps. En tous les cas, la campagne relancée de François Hollande, avec son adresse aux Français, nous occupera. Ce sera notre premier sujet, tous les deux. Ensuite, on évoquera la campagne de Nicolas Sarkozy avec Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse. Enfin, Michael Zamès de Public Sénat nous rejoindra pour la dernière partie de cette émission.
pour vous interroger, vous, le bébé Juppé, comme on dit toujours, hein, au sein du gouvernement. Également, bien sûr, il sera question de la situation du logement en France. Vous avez peut-être un bilan à défendre. On sait que les problèmes du logement n'ont pas disparu de notre pays et qui n'est pas devenu par ailleurs une France de propriétaires. Hein. Vous vous souvenez, c'était une promesse de Nicolas Sarkozy. François Hollande a donc publié sa lettre aux Français. Est-ce que vous avez été sensible à ses arguments, son argumentaire? Non. Ça ne va pas vous surprendre, je n'ai pas été sensible à ces argumentaires. Quand on lit cette lettre, on a en fait 3 parties. Partie numéro 1, où François Hollande nous décrit une France au bord de la guerre civile. Ce qui est drôle, c'est que j'avais entendu la semaine dernière Benoît Hamon nous dire « c'est scandaleux, le président veut faire peur aux Français ». Alors là, quand on lit la lettre de François Hollande, guerre civile, on ça, est ça limite sort de guerre votre civile. bouche, J'entends bien, mais on est limite guerre civile. C'est la première partie. Deuxième partie de sa lettre, deuxième et troisième colonne, c'est évidemment la faute au président de la République. Ça en va de soi. partie, écrit-il. Oh, en partie, c'est quand même en grosse partie, si on entend bien, il y a, oui c'est vrai, il y a paraît-il eu une crise quelque part, mais c'est quand même essentiellement Nicolas Sarkozy qui est responsable de tout. Et je pense même, il a hésité à écrire à un moment, j'en suis sûr, que s'il pleut demain, c'est de la faute au président de la République. Et puis il y a une troisième partie, où moi je m'attendais à un plan, c'était 1, le constat, 2, la faute à Sarko, et 3, voilà mes propositions pour évidemment changer ça. Et là, vide sidéral. Ou alors quand je dis vide sidéral, non, en fait un manifeste de belles intentions. Il faut de la croissance. Heureusement qu'il nous le dit, on ne l'avait pas deviné. Il faut qu'on lutte contre le déficit public. Ouh là là, ça c'est vraiment impressionnant comme programme. Bref, il n'y a rien. Il y a des valeurs qui sont mises en avant. Mais les valeurs, c'est important. Hein, volonté, justice, espérance, les valeurs, c'est vérité. très important. Dans une campagne présidentielle, vous devez évidemment affirmer des valeurs. C'est essentiel. Pour vous dire où est-ce que je suis, où est-ce que je veux emmener le pays. Ah ben là, il a atteint son but alors. C'est possible. En même temps, il y a du concret aussi. Parce que si les valeurs, c'est de dire il faut de la justice dans le pays et être pauvre, c'est pas bien, je pense qu'on les partagera tous, ces valeurs, et il n'y aura aucune différence de ce point de vue-là entre ce qu'il exprime et ce qu'exprimera à peu près tout le monde. Parce qu'a priori, il y a peu de candidats qui vont revendiquer l'injustice sociale ou qui vont revendiquer la nécessité de créer des inégalités. J'entends bien, vous lui reprochez de ne pas avoir encore détaillé ses propositions, de rester au niveau des idées générales, mais il le dit dans cette lettre, vous l'avez remarqué, il dit que dans tous les camps, on dit beaucoup de bêtises lors des campagnes présidentielles. Il n'a peut-être pas tort, là, non? Je ne sais pas s'il a tort ou la raison. Je ne crois pas qu'on dit des bêtises dans les campagnes présidentielles. Il y a un moment, il faut prendre des engagements auprès des Français. C'est pas simplement « je veux la justice pour le pays ». Il faut aller sur des choses plus concrètes. Regardons l'histoire récente. Il reste 110 jours de campagne. Il l'écrit dans son texte. Et ça fait 80 jours qu'il est candidat. En 80 jours, on a déjà eu 3 versions différentes. Version numéro 1, il sera le candidat du programme du Parti Socialiste. Version numéro 2, non, c'est pas son programme à lui, il présentera le sien fin janvier. Et puis maintenant, on a une troisième phase, si je comprends bien,